Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, euh, la suggestion cinéphile numéro 44. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation sociale sans négliger pour autant la proximité cinéphile, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et ne pas être transformé en esclave consentant. Bien sûr, tout cela va de soi, mais ce qui va sans dire va toujours mieux en le répétant, comme disait l'autre. Aujourd'hui, le film dont je vais vous parler, je vais vous en parler parce qu'une amie m'a fait un reproche amical, bien sûr, en disant mais et quid de Bergman? Bien sûr, un géant du 7e art. Eh bien, j'ai aujourd'hui décidé de vous parler de le film de Bergman que moi personnellement je préfère. Pour une fois, je vais essayer d'imposer mon goût ou de mettre en avant mon goût, et qui est, je crois, le film, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, qui en tout cas qu'il aime pas forcément le plus, et le film qui lui a posé peut-être beaucoup de problèmes. Il s'agit de L'œuf du serpent, qui est sorti sur les écrans en 1977. 1976 et 1977 sont des années pas très bonnes pour Bergman. En 76, en janvier 1976, il est attaqué par le fisc suédois qui lui reproche de ne pas avoir fait des déclarations de revenus comme il aurait dû les faire. En avril 1976, il décide de quitter la Suède. Pour où? Pour l'Allemagne. Et il connaît une grande dépression, il est hospitalisé. Et c'est d'une certaine manière pour désamorcer un peu toutes ces tensions et la profonde dépression qu'il a vécue et son hospitalisation qu'il va faire le projet qu'il va réaliser L'œuf du serpent. Il est aidé par un producteur qui lui qui lui offre son carnet de chèques, c'est-à-dire qui lui donne beaucoup de moyens, et en liaison avec un coproducteur allemand, et il va donc pouvoir réaliser L'œuf du serpent. Bergman disait qu'il était dans une période de telle dépression qu'à tout moment, il était inquiet de tout et que, d'une certaine manière, il avait peur d'être, comment dire, accusé, interné, enfin, emprisonné, etc. Et d'une certaine façon, c'était tellement stressant pour lui que cette menace, cette épée permanente de Damoclès au-dessus de lui, eh bien, faisait que, d'une certaine manière, paradoxalement, il aurait été soulagé s'il était inculpé, parce que la menace sourde, invisible, qui n'avait pas une forme précise, eh bien, cette menace sourde aurait été ainsi désamorcée. Donc vous voyez le degré de dépression dans lequel il se retrouvait. En plus, cette dépression se télescope avec la remontée à la surface d'une chose dont il n'avait pas beaucoup parlé, mais qui fait qui est liée au fait que quand il était un adolescent de 15-16 ans, il était en Thuringe, près d'un pasteur, qui était un admirateur de Hitler. Hitler était venu au pouvoir, et il a été pris dans cette dynamique, ce poison vénéneux de l'hystérie collective que pouvaient provoquer les discours haineux et de rédemption en même temps de Hitler sur une partie de la population et de l'opinion allemande. Eh bien, il avait même adhéré aux jeunesses hitlériennes, et c'est comme un péché, une tâche indélébile qu'il avait au début de son existence, dans son adolescence. Et donc, avec L'œuf du serpent, eh bien, il va, je pense, d'une certaine manière, désamorcer toutes ces tensions. Il va exorciser, en quelque sorte, cette espèce de mal et de mal-être sourd qui le travaillait. Ça va être comme une forme de catharsis, mais une catharsis douloureuse, d'où une certaine réticence qu'il avait par rapport à ce film qui, à mes yeux, je le répète, est en tout cas, sinon le plus grand, un des tout plus grands films de Bergman. Pour la petite histoire,
Il a l'autre film que moi j'aime beaucoup, c'est Persona, qui lui aussi fait suite à une hospitalisation qu'il avait eue, mais ça c'était une affection pulmonaire qui l'avait obligé à être hospitalisé pendant de longues semaines. Eh bien, L'œuf du serpent est un film dont l'action se situe en 1923, du 5 au 11 novembre 1923, pour être précis, c'est-à-dire pratiquement à l'époque de la tentative du coup d'État de Munich d'un dénommé Adolf Hitler, politicien haineux d'extrême droite, qui était le dirigeant du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Bien. Heureusement, le putsch va échouer, mais ce ne sera malheureusement que partie remise, puisque 10 ans plus tard, il viendra au pouvoir. Le personnage principal est interprété par un acteur américain qui s'appelle David Carradine. Les chéquiers de Dino Laurentiis lui avaient rendu possible ce recrutement-là. Et le personnage s'appelle Abel. Encore une fois, à mes yeux, une référence biblique qui est commune, si vous voulez, dans l'œuvre de Bergman. Cet Abel est un forain, un trapéziste qui travaille dans des cirques ambulants, et il est convoqué parce que son frère s'est suicidé. Et comme on est dans un contexte où il y a une angoisse qui tiraille tout le monde, qui déprime individuellement mais aussi collectivement la quasi-totalité de la société, de la population, eh bien, lui, il a peur d'être accusé de crime, parce qu'on lui fait voir aussi d'autres cadavres pour demander qui sont morts de la même façon à peu près que son frère, qui s'appelle Max dans le film, et qu'on ne verra jamais, eh bien, il les connaissait. Et donc ça accroît son inquiétude. Et puis il y a sa belle-sœur, Liv Tullman, qui est prodigieuse, qui est l'actrice fétiche, après avoir été la compagne de Bergman. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire du film, mais le film parle de l'état dépressif de cette société, où d'une part, d'ailleurs il s'ouvre le film avec, en noir et blanc, des gens, l'air déprimés, qui marchent silencieusement dans la rue, une foule en quelque sorte. On voit qu'elle est porteuse d'une énergie, mais une énergie négative, qui trouvera à s'exprimer une dizaine d'années plus tard. Et le film se termine par le même plan, d'ailleurs, de gens qui, l'air renfrognés, hommes, femmes, un regard dans le vague et sans espoir, marchent dans la rue. Évidemment, cette période est l'occasion un certain nombre d'expérimentations. Les gens essayent d'oublier dans des spectacles de cabaret, dans l'invention de modes de vie qui sont, disons, différents, et ce qui ont fait dire que expérimentations qui vont se poursuivre après, à partir de 1924, qui vont faire dire à certains historiens, à juste titre à mon sens, que Berlin était la ville la plus moderne et qui expérimentait les modes de vie les plus marginaux, mais en même temps en les mettant au centre, en même temps les plus surprenants de l'Europe tout entière. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais disons que dans ce film, on voit d'une part un savant qu'on appellerait fou, qui fait des expérimentations, profitant justement de la dépression des gens, et qui, lui, est justement expérimentation dont on peut dire qu'elles sont l'œuf du serpent, c'est-à-dire qu'elles anticipent des choses encore plus ignobles, catastrophiques, qui vont parvenir à partir des années 33 en Allemagne, et qui vont frapper non seulement l'Allemagne, mais l'Europe tout entière. Et face à ce savant qui expérimente, eh bien, il y a le brave inspecteur Bauer, qui est incarné par un acteur que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Gerd Fröbe, qui a
une palette de talents très diversifiée, eh bien, ce Gert Fröbe, c'est l'inspecteur Bauer, qui va momentanément gagner, mais le film montre une fin. Je ne déroule pas je ne dévoile pas la fin, mais enfin, puisqu'on est en 1923 et qu'on connaît l'évolution de l'histoire, on sait que le coup d'État de Hitler n'a pas gagné et que ce n'était qu'une répétition avant la venue au pouvoir et la nazification de l'Allemagne en 1933. Mais on voit que cette République de Weimar, eh bien, elle est dans une situation de fragilité et surtout on voit que les gens, eh bien, ils ont, pour désamorcer cette angoisse, ils ont comme une envie, une pulsion de transgresser les codes et qu'à partir du moment où il y a l'installation de cette habitude de transgression, eh bien, les conditions pour l'affirmation collective de la barbarie, l'érosion des valeurs humaines les plus élémentaires, eh bien, on voit que ces conditions sont réunies. C'est un film fort, c'est un film qui est d'une certaine manière un film de confinement parce qu'il nous montre une société qui se replie sur elle-même et qui n'a pas la force d'élaborer des solutions émancipatrices. Et qu'à partir du moment où on se confine dans un repliement sur soi-même, eh bien, c'est les pulsions les plus négatives, les plus barbares qui montent au grand jour. Et c'est pour ça que ce film parle de nous donne une explication de il nous parle de cette évolution et de cette montée irrésistible du nazisme, et il nous donne une clé d'interprétation du nazisme qui n'est pas liée uniquement aux gesticulations tragico-burlesques de tel ou tel leader et de ses troupes avec des symboles, des chemises brunes ou d'autres stupidités de ce genre, qu'au-delà des formes, il y a une réalité, un mécanisme qui rend le nazisme possible et qui a fait dire à Bertolt Brecht que le ventre de la bête immonde est encore fécond parce que nous ne sommes pas à l'abri du retour sous d'autres formes de dérives de ce genre. Un film à voir absolument, un grand film signé Ingmar Bergman. À très bientôt, merci.